réunion est très importante pour nous et c'est dans le cadre de nos webinaires mensuels de la CJ que nous allons devoir vous présenter et on vous présentera ensuite notre orateur, l'éminent orateur du jour et qui choisit un thème, à mon avis, très, très opportun et très intéressant parce que ça tombe dans une période où la ville de Kinshasa est plongée dans une épidémie de choléra qui jusque-là a été considérée comme en dehors de Kinshasa. Et on sait aujourd'hui que presque 35 zones de santé de la capitale sont touchées avec autant de cas qu'on a à travers la République, plus de 33 000 cas. Et donc, c'est devenu une urgence sanitaire. Et je pense que cette association qui a pour le rôle de mettre les jeunes au centre de la recherche et au centre de l'innovation apporte une réponse certaine et j'espère que à la fin de cette réunion, nous allons sortir très enrichis. Et comme vous savez, cette organisation a une vision, les missions et les objectifs que nous allons devoir vous présenter succinctement. Nous remercions notre conseiller scientifique qui a bien voulu mettre à notre disposition ces diapositives. Je cite le prof Christian Kanga. Et comme vous savez, c'est pour mission, c'est de promouvoir la science, inspirer et reconnaître les jeunes, puis développer le Congo. Comme vous savez, notre pays égorge énormément de cerveaux et nous pensons que les jeunes sont le moteur du développement durable dans tous les pays qui se respectent parce que l'espoir est fondé sur les jeunes. Et donc, la promotion de la science en RDC passe par cette association que nous tous, nous avons eu le plaisir d'adhérer très volontiers. Et je sais qu'il y en a qui nous suivent, qui n'ont pas encore adhéré, mais qui sont les bienvenus au regard des critères. La promotion des jeunes dans la science avec comme initiative l'interaction avec les différents gouvernements et les moyens de communication que nous avons. Et là, par exemple, pour ce soir, nous voulons encore une fois de plus apporter quelque chose présenté par les jeunes et les jeunes chercheurs qui sont plongés dans la recherche sur cette maladie qu'on va parler aujourd'hui. Ça témoigne encore. Là, on sait voir que l'Asie est ouverte quand même aux gouvernants. On sait voir notre présidente accompagner des membres du comité et l'excellence, monsieur le ministre de la Communication, dans le cadre toujours de renforcer le lien. On se voit là la participation à des congrès internationaux, à des activités qui réunissent tous les jeunes à travers le monde. On est présent et c'est une fierté pour nous. Et on pense que la promotion de la science RDC, la carrière de choix pour les jeunes Congolais, être toujours au centre du développement durable. Également, là, on voit des multiples activités qui sont organisées dans les complexes scolaires, toujours pour éveiller la conscience des jeunes sur les différentes thématiques d'actualité. Là, c'est le complexe scolaire du Moamba. Et là, également, on voit parmi les jeunes qui sont en train de faire la fierté à travers la République et en dehors même du pays. On se voit là notre ami Hervé Aumilier, publicité et félicité. À côté, on voit le professeur Vivi également aussi publicité et félicité. Là, on voit qu'au fil du temps, on a eu quand même l'évolution au fil du temps. Je perds ma diapositive, désolé. On a eu l'évolution, on voit bien quand même que le nombre de nos membres est croissant au fil du temps et ça ne fait qu'augmenter. Nous espérons encore que ça va devenir plus intéressant, plus attractif à travers tous ces moments d'échange scientifiques que nous apportons à la jeunesse congolaise qui a certainement besoin de l'information. La sensibilisation dans les écoles, dans les milieux publics reste quand même un apanage de la J et ça, on voit bien qu'il y a des activités qui ont été lancées pour des campagnes d'assistance éditoriale pour apprendre aux jeunes comment écrire. On le voit encore jusqu'aux doctorants, des difficultés d'écriture. Et l'AJ accompagne également beaucoup de jeunes pour apprendre comment écrire. Il y a des moments qui ont été faits pour sensibiliser les jeunes. Il y en a qui ont soumis la communication, on les a accompagnés. Il y a eu des rivières parmi nous que nous remercions pour avoir accepté de faire ce travail de qualité.
Et comme vous savez, nous sommes ouverts à travers tous les réseaux, tous les médias. Nous avons le temps dédié pour faire des choses. Et comme aujourd'hui, nous allons parler à travers, connecter à travers le monde avec plusieurs personnes qui vont se connecter à nous. Et on s'est retrouvé ces communications sur aussi bien Facebook, sur Twitter que YouTube. Et là, on remercie notre commission qui s'occupe de cet aspect des choses. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre éminent orateur. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, excusez-moi, je dois fermer mon téléphone de travail. Je suis supposé ne plus être là. Et je disais, je vais sans plus tarder, je vais vous présenter notre orateur du jour, le professeur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le professeur Freddy Bangelesa, qui est professeur associé à l'école de santé publique de l'Université de Kinshasa. Il a soutenu sa thèse en Allemagne à l'Université de Wittenberg. Ses domaines de recherche portent sur les impacts des changements climatiques sur la santé, l'insécurité alimentaire ainsi que la modélisation de maladies. Il enseigne le cours de changement climatique et santé à l'école de santé publique. Il est également chercheur et enseignant à l'université de Wittenberg, là où il a présenté, où il dispense le cours sur les événements climatiques extrêmes et mène de recherche sur l'impact du changement climatique sur les maladies infectieuses. Le professeur Balgeles est chercheur au service de météorologie allemand, où il implémente un projet de prévision saisonnière des climats en utilisant, en utilisant des techniques d'intelligence artificielle que vous savez, personne n'est à l'abri aujourd'hui. Et il est également chercheur invité à l'Université de Washington, où il co-dirige un projet de modélisation géospatiale de la couverture vaccinale en République démocratique du Congo. À l'école de santé publique de Kinshasa, il est l'investigateur principal du projet géospatial Capacity Building, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, ainsi que le point focal du projet Ebola avec CDC Atlanta. Il est également co-investigateur du projet Mapping avec l'université Johns Hopkins. Le professeur Freddy est membre cofondateur et membre actif de l'Académie des sciences pour les jeunes. Il est également comme membre du comité de sélection de bourses d'excellence, Brigham, et appartient à plusieurs sociétés savantes, comme vous pouvez le remarquer, notamment à l'European Geospatial Science Union. Il est enfin membre de divers consortiums de recherche. Et comme vous pouvez voir, il est expert dans beaucoup de choses. Nous avons donc le plaisir et l'honneur de l'écouter sur une thématique qui touche notre pays et dont je suis victime pour avoir eu un membre de famille plus qu'hier, heureusement qui est sorti du centre de choléra. Professeur, vous avez la parole et nous allons vous écouter attentivement et certainement vous allez être enrichi de votre expertise qui n'est plus à démontrer. Vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Tété. C'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir comme modérateur, du tout-puissant vice-président de l'Académie des sciences pour les jeunes. Mais aussi, avant de faire cette présentation, il y a un peu des difficultés parce que devant une audience aussi très diversifiée, des experts, mais aussi des étudiants qui désirent devenir chercheurs comme nous, je crois que nous allons adopter peut-être une approche très pédagogique et interactive. Voilà. Donc, ma thématique porte sur la pluie, de la pluie au risque épidémique, lien entre pluies extrêmes, inondations et choléra dans la ville de Kinshasa. Donc, à la fin de cette présentation, je souhaiterais à ce que l'audience puisse comprendre le concept pluie, d'abord, et deuxièmement, comment caractériser les pluies extrêmes et les causes. Les causes peuvent être climatiques, au sens du changement climatique,
mais aussi les relations entre le plus extrême et les inondations. Je souhaiterais également que l'audience puisse relier le plus extrême et le choléra, le mécanisme par lequel nous pouvons facilement relier le plus extrême et le choléra. Et puis à la fin, faire comprendre ce qu'on appelle le système d'alerte précoce, surtout dans je peux dire, des perspectives de pandémie, donc des épidémies récurrentes. Voilà, je crois que j'ai un petit problème ici. Voilà. De la conception à la pluie, nous commençons par un petit constat. Le constat d'un enfant lorsqu'on parle de pluie, on voit de manière générale l'eau qui tombe sur la terre. Mais lorsqu'on avance un peu plus loin, on regarde les aspects du processus. Ici, déjà à l'école primaire ou bien à l'école secondaire, et quand on parle de la pluie, on voit l'évaporation ou bien l'évapotranspiration. Et puis la deuxième phase vient la condensation qui s'est fait au niveau de noyaux des condensations qui sont essentiellement, je peux dire, faits de particules d'aérosol. Au travers le temps et puis le vent, ces particules, ou bien les noyaux de condensation vont prendre un peu de masse et avec l'apesanteur, ça va précipiter. Alors, lorsque ces gouttelettes d'eau précipitent, quand on parle de précipitation, on peut voir soit le pluie, ce sont des précipitations sous forme liquide, ou bien de grêle, ou encore on peut parler de neige. Donc, il y a déjà une différenciation entre pluie et précipitation. Précipitation, c'est tout ce qui précipite sur la terre. Ça peut être la neige, ça peut être le grêle, ça peut être la pluie. Alors, la pluie, c'est une précipitation sous forme liquide. Mais ça, c'est une représentation purement, je peux dire, locale. C'est notre perception de la pluie. Pour aller beaucoup plus loin et les relier surtout aux épidémies, il faut une, je peux dire, représentation beaucoup plus holistique. Et en changement climatique, nous avons plusieurs échelles, comme vous pouvez le voir. Il y a ce qu'on appelle l'échelle microscale, mésoscale, synoptique et globale. Dans l'axe horizontal, on voit le microscale de 1 mètre jusqu'à 500 kilomètres. Cela implique la taille géographique de phénomènes climatiques. Alors que dans l'axe vertical, il y a, euh, il y a ce qu'on appelle l'échelle temporaire. L'axe vertical, il y a l'échelle temporaire de quelques secondes jusqu'à de décennies. Cela indique combien le temps dure et agit sur les phénomènes. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de... Samsung S'il vous ici. plaît, il y a quelqu'un qui écrit sur les diapositives, Monsieur Samsung, s'il vous plaît, faites Il y a monsieur... attention à votre téléphone. Monsieur Samsung, là, s'il vous plaît, vous êtes en train de griffonner sur l'écran du professeur Yelessa et ça gêne un peu, s'il vous plaît. Est-ce que, prof, vous pouvez peut-être Merci, repartager, je peux vous je repartager, comme ça on repart. vais repartager à quelqu'un. Voilà, c'est bon? Oui, Ouais. Je disais que nous avons une représentation très locale de la pluie, donc, du constant de l'enfant à un niveau beaucoup plus avancé. Là, c'est le processus. Mais lorsqu'on part encore en profondeur, on représente la pluie selon les échelles. Donc, comme je l'ai dit, il y a l'échelle mésoscale, microscale, mésoscale, synoptique et globale. Donc, nous représentons pour la plupart des cas le pluie local. Donc, avec l'évapotranspiration, la condensation, la précipitation. Mais lorsqu'il y a également d'autres phénomènes qui peuvent expliquer pourquoi, par exemple, il y a eu précipitation dans la ville de Kinshasa, il y a eu précipitation à l'équateur. Et plus on avance en échelle, il y a ce qu'on appelle le pluie des convections, ce sont des pluies qui montent en altitude. Et puis on a également ce qu'on appelle les tropical cyclones. Donc ce sont des pluies qui se passe au niveau des tropiques, mais la République démocratique du Congo a peu de chances d'avoir les tropical cyclones à cause de sa position géographique. Parce que pour qu'il puisse avoir, par exemple, les tropical cyclones, on doit avoir la force des Coriolis devrait être très élevée. Alors, à part ça, il y a d'autres phénomènes à l'échelle globale
comme le North Atlantic Oscillation, les ANSO, le El Niño Southern Oscillation et le PDO. Ce sont des phénomènes qui expliquent la variabilité naturelle du système climatique. Je donne un exemple simple. Lorsqu'il y a la phase de El Niño, il y aura par exemple un réchauffement préférentiel de la Terre qui pourrait expliquer des précipitations à un certain nombre dans certains endroits de la Terre. Donc, vous pouvez voir que lorsqu'il pleut dans la ville de Kinshasa, il ne s'agit pas simplement d'un phénomène d'évapotranspiration, ou bien un phénomène d'évaporation, évapotranspiration, condensation et puis précipitation, mais ils peuvent avoir des facteurs extérieurs, des facteurs qui ont des influences beaucoup plus grandes, pouvant expliquer la précipitation dans la ville de Kinshasa. Pourquoi j'en parle? Parce que lorsqu'il s'agit, par exemple, d'implémenter un système d'alerte précoce, nous allons certainement regarder les facteurs qui peuvent expliquer la prédictabilité de la pluie. Donc, les ANSO, les PDO ou bien les NOA. Alors, au niveau de l'Afrique, toujours en ce qui concerne les phénomènes à l'origine de précipitations en Afrique centrale, il y a plusieurs phénomènes pouvant expliquer les précipitations. Par exemple, on a au niveau de l'océan Indien ce qu'on appelle les sea surface temperature dans l'océan Atlantique Indien entraîne des évapotranspirations accrues qui alimentent les systèmes de convection. Il y a également ce qu'on appelle le jet tropicaux. Les jets tropicaux sont des vents qui se localisent au niveau de la, je peux dire, à plus ou moins 40 km, non, à plus ou moins 4 à 10 km de altitude, qui peuvent, d'une certaine manière, favoriser ou bien inhiber le mouvement vertical, donc influencer les orages. Mais à part ça, il y a ce qu'on appelle les positions et l'intensité de systèmes de haute pression dictant la direction de l'humidité vers le continent. Donc, ce qu'on a appris, par exemple, à l'école primaire, les zones de haute pression des Sainte-Hélène, les zones de haute pression des Mascarenes. Alors, et enfin, il y a ce qu'on appelle les interactions océaniques atmosphériques à grande échelle. Et là, on a, par exemple, les Indian Ocean Dipole, qui peuvent apporter des précipitations au niveau de l'Est de la République démocratique ou bien l'Est de l'Afrique. Il y a aussi des phénomènes comme ce qu'on appelle l'Atlantique Niño qui peuvent apporter des précipitations au niveau de l'Ouest de l'Afrique. Donc, le point ici est de savoir qu'il y a plusieurs phénomènes météorologiques et climatiques pouvant expliquer l'occurrence de pluie à un endroit donné. Donc, lorsqu'on commence à parler de pluie, par exemple, pendant la saison sèche dans la ville de Kinshasa, il ne s'agit pas simplement de l'évaporation, la condensation et puis précipitation. Il faut réfléchir quel est le phénomène qui a, par exemple, occasionné le pluie pendant la saison sèche. Et ce sont des études très poussées pour arriver à comprendre ces phénomènes pouvant expliquer le pluie, par exemple, pendant la saison sèche. Alors, nous avons essayé de voir les phénomènes pouvant expliquer la précipitation dans un endroit, par exemple, dans la ville de Kinshasa ou bien à l'équateur. Mais c'est quoi alors les précipitations extrêmes? Les précipitations extrêmes sont caractérisées selon leur intensité, la durée, mais aussi la fréquence. Donc, par l'intensité, on voit la quantité de pluie par heure et par jour, et la durée, on voit la durée de l'épisode pluvieuse. Et puis, par fréquence, on voit les pluies centenaires. Ce sont par exemple les pluies qui arrivent une fois pendant après 100 ans. Donc, il y a des indices qui ont été proposés par les spécialistes en changement climatique pouvant nous orienter, par exemple, lorsque nous voulons étudier les pluies extrêmes dans la ville de Kinshasa. Quels sont les indices que nous pouvons regarder? Il y a, par exemple, le R10 mm, le nombre de jours avec 10 mm de pluie. Il y a par exemple le RX1D, plus forte pluie en une journée. Il y a le RX15D, somme maximale de pluie sur 5 jours consécutifs. Alors, il y a également des indices comme CWD qui montrent les nombres de jours humides consécutifs.
Et en ce qui concerne toujours la modélisation de la fréquence de pluies extrêmes, euh, les pluies extrêmes, par exemple, lorsque nous voulons essayer de comprendre les pluies extrêmes dans la ville de Kinshasa, vous voyez, les valeurs extrêmes ne suivent pas la loi normale qu'on utilise, par exemple, lorsque je vais prendre la taille de la population de la ville de Kinshasa, vous savez, je prends la taille de la population de la ville de Kinshasa, souvent ces données suivent une loi normale. Et pour la plupart des cas, on essaye de mettre en place, par exemple, la distribution normale pour faire la modélisation. Mais les valeurs extrêmes ne suivent pas la distribution normale, ça suit une distribution, ce qu'on appelle distribution des Pareto généralisée. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique pour essayer de modéliser les fréquences les plus extrêmes? On prend la distribution cumulée de la distribution des Pareto généralisées, et puis on va regarder par exemple la 95e percentile, qui est ici la 95e percentile, et voir par exemple la pluie qui correspond à la 95e percentile, ce sont par exemple des pluies de 45 ou bien de 43 millimètres. Et pour la plupart des cas, les pluies qui viennent à nos 5e percentile, ce sont des pluies qui arrivent une fois tous les 20 ans. Alors, cette modélisation est d'une importance très capitale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut construire des très grandes infrastructures, des infrastructures routières ou bien des infrastructures fluviales, par exemple le baie de Ngaliema ou bien l'église de Shekina, par exemple, on calcule toujours ce qu'on appelle le pluie qui surviennent, par exemple, une fois tous les 10 ans. Et ici, les pluies qui surviennent, par exemple, une fois tous les 100 ans, on appelle le pluie centennale. Et vous allez voir que peut-être ce sont des pluies qui viennent avec des quantités d'eau, par exemple, de 100 mm par jour. Et l'ingénieur va construire cette infrastructure en tenant compte de 100 mm par jour. Il y a également des pluies qui arrivent une fois après 1000 ans. Par exemple, ici dans la ville de Wolfsburg, où je suis en Allemagne, il y a des infrastructures qui ont été érigées pour contenir le pluie qui arrive une fois après 500 ans. Et pourquoi j'en parle? Parce que plus loin, lorsque nous allons parler de la ville de Kinshasa, quand on va parler des conditions d'urbanisme de la ville de Kinshasa, il est très important de pouvoir tenir compte de ces types de métriques on peut le dire, pour que nous ne puissions pas, après par exemple 50, après 30 ans, nous ne puissions pas être surpris par une pluie qu'on n'a jamais imaginée. Par exemple, ce qui s'est passé dans l'église de Shekinah, c'est un scénario que nous n'avions jamais enregistré auparavant. C'est vrai, nous pouvons parler de l'urbanisme. Je vais montrer comment l'urbanisme pourrait interagir avec les événements extrêmes. Ce sont des pluies qu'on n'a jamais constatées. Et pour arriver je peux dire, à quantifier ces types de pluies, il faut passer par la modélisation des fréquences des pluies extrêmes. Alors, à part cela, ce que j'aimerais que nous puissions comprendre, il y a quand même ce qu'on appelle la catégorisation de pluie selon le seuil en millimètres. Voyez. Et en tant que spécialiste en changement climatique, je crois, voilà. En tant que spécialiste en changement climatique, lorsque nous sommes en face d'une pluie, par exemple, de 0,1 ou bien 10 millimètres, je dis que bon, ce sont des pluies très légères, souvent continues. Et lorsque nous sommes en face de pluies de 10 à 30 millimètres, ce sont des pluies modérées qui peuvent durer plusieurs heures. Mais déjà, lorsque nous sommes en face de 50 à 100 millimètres, je dis, il y a risque d'inondation. Peu importe le niveau d'urbanisation. Parce que nous observons les inondations aux États-Unis, nous observons les inondations en France presque partout. Et pendant la saison sèche dans la ville de Kinshasa, il y a eu des pluies de 90 millimètres du jamais vu. Et en tant que spécialiste en changement climatique, je me dis qu'il y a beaucoup de risques qu'il puisse avoir d'inondation. Mais lorsque nous avons des pluies, par exemple, de 100 millimètres, souvent ce sont des pluies associées à des inondations graves. Et je crois que cette année, nous avions eu quand même, pendant la saison de pluie supérieure à 100 millimètres. Donc ici, je commence déjà à faire la relation entre pluie et inondation. Tout dépend de seuil en millimètres. Alors,
J'aimerais relier ça avec ma première présentation ici, la modélisation des fréquences de pluies extrêmes. Jusqu'à présent, la ville de Kinshasa n'a jamais, par exemple, expérimenté une pluie de 250 mm. Mais c'est cet exercice de modélisation des fréquences de pluies extrêmes qui peuvent nous aider. Est-ce que nous avons la probabilité d'avoir le plus de 250 mm? Et quelle est l'occurrence de ces types de pluies? On peut dire, par exemple, les plus de 250 mm peuvent venir, par exemple, après 1000 ans. Et bon, après 1000 ans, ce n'est pas grave, mais si nous avons, par exemple, dans un endroit, les pluies qui peuvent venir après 100 ans ou bien même après 150 ans, il est important de construire les infrastructures en fonction de l'intensité de ce type de pluie. Voilà pourquoi la modélisation de fréquences de pluies extrêmes est très, très importante dans ce qu'on appelle l'urbanisation. Ici, nous allons voir ce qu'on appelle le cause de pluie extrême. De prime abord, j'aimerais dire que il n'y a pas, en fait, les pluies extrêmes viennent de causes tout à fait naturelles, ce qu'on appelle la variabilité naturelle du système climatique. Et en modélisation climatique, on dit souvent que le système climatique est chaotique. Donc, c'est difficile à prédire et il y a toujours la possibilité d'avoir des valeurs extrêmes. Peu importe les forces extérieures, il y a toujours la possibilité d'avoir les valeurs extrêmes. Donc, cela étant, une précipitation extrême ne signifie pas nécessairement qu'il y a changement climatique. C'est normal. Ça a toujours existé dans les passés. Alors, avec le changement climatique, l'augmentation de la température qui est induite par une production supplémentaire de gaz à effet de serre va entraîner, ça a été démontré, que 1% de la température permet à l'air de contenir 7% d'humidité en plus. Ça, c'est une approche qui est purement thermodynamique. Donc, l'augmentation de la température augmente la probabilité d'avoir des événements extrêmes ou bien de pluies extrêmes. Mais le plus extrême peut venir sans changement climatique. Ça, c'est très important. Mais j'aimerais également dire que le changement climatique, c'est vrai, ça peut affecter le plus extrême avec l'augmentation de la température, mais il y a aussi notre composante. L'augmentation de la température, c'est la partie thermodynamique. Il y a aussi notre composante de la partie dynamique. Par la partie dynamique, je vois la circulation de vent, la circulation océanique. Vous savez, lorsque la Terre reçoit de l'énergie solaire au niveau de l'équateur, et cette énergie-là est excédentaire au niveau de l'équateur, et la Terre devrait normalement redistribuer cette énergie au pôle et presque partout pour conserver de l'énergie. Alors, ça s'est fait par plusieurs mécanismes. Il y a le vent, mais il y a aussi des circulations océaniques. Et parmi le transport des circulations océaniques, il y a ce qu'on appelle les Atlantic Meridional Overtuning Circulation. C'est ce que vous êtes en train de voir là. Donc, il y a la circulation de eaux qui sont, il y a le transfert des eaux qui sont chaudes avec le transfert des eaux qui sont plus ou moins froides. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant avec le changement climatique? Le changement climatique n'affecte pas simplement la thermodynamique, mais ça affecte également la dynamique. Ça peut perturber la circulation océanique, la circulation de vent. Et aujourd'hui, les scientifiques parlent de ce qu'on appelle le tipping point en anglais, le tipping point de Atlantic Meridional Overtuning Circulation. Donc, cette circulation est en train d'être détruite, est en train d'atteindre ce qu'on appelle le point de non-retour. Alors, c'est un phénomène extrêmement important et selon les estimations, c'est vers 2050 qu'on va atteindre le point de non-retour. Cette circulation ne va pas exister. Et vous n'avez pas la moindre idée les conséquences de la destruction de cette circulation sur des phénomènes, là j'insiste, si sur des phénomènes, en anglais on dit unexpected phénomènes, sur des phénomènes qu'on n'a jamais imaginés. Raison pour laquelle on expérimente par exemple des pluies très abondantes pendant la saison sèche. Vous voyez. Donc, le changement climatique affecte et la thermodynamique
et la dynamique de l'atmosphère. Mais la partie la plus négligée, mais la plus dangereuse, c'est la partie de la dynamique ou bien la circulation atmosphérique ou bien la circulation océanique. Alors, en République démocratique du Congo, nous avons conduit des études et qu'est-ce que nous avons remarqué par rapport aux précipitations extrêmes? Nous avons remarqué que, vous voyez, le DWD, c'est le nombre de jours de pluie. Le CDWD, le nombre de jours de pluie. Nous avons remarqué que le nombre de jours de pluie va diminuer en rouge. Donc, le nombre de jours de pluie va diminuer en rouge, mais les autres indices sont ce qu'on appelle les indices d'intensité. C'est en bleu qu'il y aura une augmentation de l'intensité de pluie. Ça, c'est la pluie telle que nous mesurons en millimètres. Vous voyez? Donc, il y aura d'une manière générale, à l'ouest de la République démocratique du Congo, une diminution de pluie en millimètres, une augmentation de l'intensité de pluie, mais une diminution de nombre de jours de pluie. Je vais m'expliquer. Cela signifie qu'il ne va pas beaucoup pleuvoir, mais lorsqu'il pleut, il va pleuvoir de manière extrêmement très intense. Et ce sont ces types de pluies qui occasionnent les inondations, euh, évidemment. Donc, alors, j'aimerais que nous puissions faire cet exercice avec votre smartphone. Vous allez scanner ce dia. Donc, scanner ce dia pour évaluer votre risque d'inondation. Je donne peut-être 1 minute. Yeah, scanner le dia, le QR code. Donc, je donne 1 minute. Vous allez remplir, il y a je peux dire votre âge, je crois, et puis sélectionner le scénario des réchauffements. 1.5, c'est le scénario selon l'accord de Paris. Donc, signifie que on adopte une politique environnementale qui consisterait à limiter le réchauffement climatique de 1,5 degré Celsius. C'est le scénario que nous voulons, par exemple, atteindre, mais c'est encore très difficile à atteindre. Vous allez cliquer sur 1.5 et puis le monde, vous allez cliquer sur la région subsaharienne. Donc, votre âge, le scénario, votre région va vous donner, par exemple, ici, dans un monde de 1,5 degré Celsius, en tant que personne de 23 ans, je ferai l'expérience de inondation fluviale 2 fois supérieure lorsqu'il n'y avait pas de changement climatique. Donc, et vous allez voir, plus vous êtes jeune, plus vous allez expérimenter des phénomènes climatiques extrêmes, que ce soit des incendies, des inondations, des cyclones tropicaux, à des fréquences extrêmement élevées. Et c'est ce qu'on appelle en changement climatique, ce qu'on appelle le conflit de génération. Donc, ça signifie que les générations passées ont tellement pollué l'atmosphère et que nous sommes en train maintenant de subir les conséquences des comportements des générations passées. Une personne qui a, par exemple, 55 ans, va expérimenter pas assez beaucoup de fréquences d'inondation comparée à une personne qui a, par exemple, maintenant 20 ans, 23 ans. Et la grande question encore revient, c'est l'inondation, c'est le changement climatique ou le gouverneur. Nous avons vu les plus extrêmes, nous avons vu les changements climatiques, l'influence qu'a le changement climatique sur les plus extrêmes, mais ici nous voyons le changement climatique, l'inondation, parce que c'est un grand débat aujourd'hui quand il y a des inondations, est-ce que c'est le gouverneur, c'est le président de la République ou bien c'est vraiment le changement climatique? Alors, pour répondre à cette question, il faut une réflexion multidisciplinaire
et systématique. Et c'est ces concepts de vulnérabilité que je vais essayer un peu de démontrer et ça va nous aider à pouvoir guider notre réflexion pour attribuer, par exemple, l'inondation de la ville de Kinshasa au changement climatique ou bien attribuer à la mauvaise gouvernance ou bien, donc, c'est vraiment ça. Alors, pour comprendre ces concepts, il y a, dans le concept de la vulnérabilité, il y a ce qu'on appelle l'exposition, la sensitivité et la capacité d'adaptation. Donc, l'exposition pour nous ici représente les précipitations extrêmes. Donc, nous avons vu que dans la ville de Kinshasa, il y a la possibilité d'avoir des précipitations extrêmes ou bien de pluies extrêmes. C'est vrai, le niveau de l'exposition est différent par rapport à d'autres nations. Je donne un exemple, le Japon, qui expérimente par exemple les typhons. Nous, notre niveau d'exposition est élevé avec des précipitations de plus de 100 millimètres. C'est déjà alarmant. Alors, il ne faut pas simplement voir l'exposition qui sont des plus extrêmes, mais il faut également regarder la sensitivité. La sensitivité, c'est, je peux dire, les caractéristiques intrinsèques d'un système. Exemple très simple, nous avons par exemple le cas de malaria. Nous avons un cas de malaria, l'exposition c'est la maladie, la sensitivité, on peut dire par exemple les femmes enceintes sont beaucoup plus sensibles. Donc la sensitivité c'est vraiment ce que je peux dire les caractéristiques intrinsèques du système. Et là, il faut regarder maintenant les caractéristiques intrinsèques de la ville de Kinshasa. Vous allez voir que dans la ville de Kinshasa, les quartiers informels sont construits sur de pentes, par exemple le Kanluka Matete, Mongaliema. Et les logements en matériaux précaires, et puis il y a l'absence de système d'évacuation des eaux fluviales, et puis de forte densité démographique. Ce qui fait que notre sensibilité est très élevée. Comparé, par exemple, à la ville je peux dire, comparé, par exemple, à la ville de Kolwezi. Je donne un exemple très simple. Okay. Kinshasa, la sensibilité est très, très élevée. J'aimerais encore ajouter que Kinshasa est construite, la partie urbanisée est construite en basse altitude, près de la rivière, près du fleuve Congo. Ça augmente encore notre indice de sensibilité. Alors, l'exposition et la sensibilité donnent ce qu'on appelle le potentiel impact. Nous pouvons avoir une faible ou bien une exposition moyenne, comparée par exemple à l'Inde ou bien au Japon. Mais lorsque notre sensibilité, la sensibilité, c'est la responsabilité gouvernementale, lorsque notre sensibilité est très élevée, alors le potentiel impact est très grand. Pour arriver à la vulnérabilité, il y a encore une autre composante, ce qu'on appelle adaptation capacity, la capacité d'adaptation. C'est vrai, le potentiel impact est élevé. Notre question, quelle est notre capacité d'adaptation? Par capacité d'adaptation, nous voyons par exemple les individus, les communautés. Il y a des indicateurs que nous pouvons regarder, le niveau d'éducation. Parce que le niveau d'éducation est très important. Lorsque vous allez, je peux dire, implémenter ce qu'on appelle les plans d'urgence, les plans de réponse, vous devrez interagir avec la population. La population devrait exécuter un certain nombre de comportements, le changement de comportement. Si le niveau d'exécution, le niveau d'éducation est faible, c'est très compliqué pour s'adapter. Quelle est la capacité, par exemple, d'adaptation de la population je peux dire, à faire référence à des pratiques environnementales durables, la gestion de déchets. Et vous allez voir que dans la ville de Kinshasa, notre capacité d'adaptation est très faible. Et ce qui fait que notre vulnérabilité, nous avons déjà la capacité d'adaptation, elle est très faible, c'est la population. Vous voyez, c'est notre responsabilité. Il y a inondation devant la parcelle de professeur Hippolyte Mavoko, mais peut-être il n'y a pas inondation devant la parcelle du professeur, par exemple, Hervé Lekouya. Hervé Lekouya utilise, par exemple, des pratiques d'adaptation très élevées. Donc, ici, la responsabilité est partagée. Il y a l'exposition, la sensibilité, mais la capacité d'adaptation qui est plus ou moins individuelle.
Et dans le cadre de la ville de Kinshasa, je crois que notre indice de vulnérabilité est très élevé, pas simplement à cause de l'exposition, mais surtout à cause de la sensitivité et de la capacité d'adaptation. Et lorsqu'il faut maintenant apporter des réponses, il faut avoir cette pensée multidisciplinaire et systémique. Donc, il n'y a pas de débat, c'est les gouvernements, c'est les changements climatiques ou bien c'est la population. Il faut apporter une solution holistique en essayant de comprendre la pondération de chaque composante. Donc, et là, quand on quitte l'inondation, on essaye maintenant d'essayer de relier avec ce qu'on appelle ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui à choléra. Je n'aimerais pas aller très loin parce qu'il y a tellement d'experts sur les maladies infectieuses qui peuvent, je peux dire, beaucoup argumenter sur ça. Vous savez, il y a beaucoup de recherches qui ont été déjà implémentées en République démocratique du Congo sur le choléra. Mais ici, j'aimerais juste démontrer que l'augmentation ou bien la production excédentaire de gaz à effet de serre entraîne évidemment l'augmentation de la température qui va affecter pas nécessairement la qualité de l'eau, mais aussi la quantité de l'eau au travers de pluies extrêmes qui va occasionner des inondations. Et puis, après, nous aurons une interaction avec des maladies hydriques, notamment comme le choléra. Alors, quand j'ai essayé d'analyser ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, j'ai formulé comme hypothèse que pendant la saison sèche, la rareté des pluies, souvenez-vous, l'étude que nous avons conduite, nous avions constaté qu'il y aura rareté de pluie. Donc, rareté de pluie, diminution de nombre de jours de pluie, ce qui entraîne pour la plupart des cas que les déchets et les matières fécales s'accumulent et lors de pluies soudaines les plus intenses. Et nous avions démontré qu'il y aura une augmentation d'intensité, il y aura rareté de pluie, mais une augmentation d'intensité de pluie et qui va créer des contaminations dispersées dans l'environnement, entraîne des contaminations de sources d'eau potable dans les quartiers densément peuplés sans assainissement adéquat. Cela conduit à des transmissions rapides du choléra. C'est vrai, il y a ce que les épidémiologistes parlent, c'est ce qu'on appelle la plausibilité biologique, la plausibilité environnementale. Mais ici, lorsque nous sommes dans la perspective de la préparation des pandémies, nous devons maintenant essayer de comprendre quand est-ce que nous pouvons relier ces trois événements, signifie les précipitations extrêmes, l'inondation, et puis après, on voit par exemple l'épidémie de choléra. Et c'est alors que nous devons peut-être utiliser ce qu'on appelle des évidences empiriques. Vous savez, les épidémiologistes parlent de ce qu'on appelle le design lorsqu'on conduit des études. Il y a le design des études des cas témoins, des études de cohorte. On peut aussi aller à des études expérimentales comme les randomized control trials. Mais en épidémiologie environnementale, il y a des designs spécifiques qu'on utilise. Il y a ce qu'on appelle les crossover design, mais il y a aussi un design qui a été récemment implémenté par les biostatisticiens et les épidémiologistes, mais aussi avec les climate scientists, ce qu'on appelle les case time series design. Et ce design est d'une importance très capitale. Pourquoi? Parce qu'à la longue, nous allons voir, ça va nous aider à développer maintenant un système d'alerte précoce. Et dans ce design, je vais l'expliquer de manière très rapide. Donc, nous avons ce qu'on appelle les outcomes, les counts, qui peut être, je peux dire, le nombre de cas de choléra par jour ou bien par semaine. Et puis, nous avons ce qu'on appelle les exposures. Ici, les exposures, pour nous, ce sont des facteurs environnementaux. Par exemple, le nombre de précipitations supérieures à 20 mm. L'exposure peut être binary ou bien l'exposure peut être continue. Ici, dans les cas échéants, l'exposure est continue. Par exemple, nous sommes en face de la température. Alors, avec ce design, nous allons euh, utiliser un modèle, je peux dire, statistique. Dans les cas, lorsque nous voulons, par exemple, étudier dans le cas de outcome qui est les counts, nous allons utiliser, par exemple, le modèle de Poisson qui, à la fin, va nous donner ce qu'on appelle exposure lag response.
Les exposure lag response va nous aider à comprendre, par exemple, dans les cas échéants, nous avons les odd risks, vous pouvez avoir, par exemple, les risques relatifs lorsque vous utilisez le modèle de poisson, par exemple, va nous donner, par exemple, le risque, mais en fonction du lag, en fonction du temps. Donc, signifie, de manière pratique, on peut dire que nous avons beaucoup plus de risques d'avoir les épidémies de choléra 2 semaines ou 3 semaines après le pluie dont le nombre de millimètres est supérieur à 50, je peux dire, dont l'intensité est supérieure à 50 millimètres. Et ce design nous aide pas simplement à comprendre les risques, mais à évaluer également le temps. Cela est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que ça va nous aider plus loin à mettre en place le système d'alerte précoce. Et là, je viens avec le système d'alerte précoce. Avant de parler de système d'alerte précoce dans la gestion des pandémies, il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle la modélisation climatique. Et souvent, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous divisons, nous segmentons la Terre en plusieurs compartiments, qu'on appelle en anglais discretization. Et il y aura des grilles à l'intérieur de ces grilles-là. Donc, vous allez voir en rouge, à l'intérieur de ces grilles, nous allons représenter les différents compartiments de la Terre. Donc, nous voyons par exemple l'affectation des terres, nous allons représenter les volcans s'il y a des volcans, le lac s'il y a le lac, s'il y a les rivières, la faune, la flore et autres. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons le modéliser du point de vue mathématique avec les équations différentielles qui va nous permettre de mettre en place ce qu'on appelle le modèle climatique. Donc, quand on parle de modèle climatique, ce sont des modèles qui sont purement mathématiques. Et ces modèles climatiques, maintenant, nous aident à faire ce qu'on appelle les prévisions météorologiques ou bien ce qu'on appelle des prévisions climatiques. Comment ça se fait? Dans les prévisions météorologiques, souvent, c'est ce que nous utilisons dans la ville de Kinshasa. Bon, la RDC n'a pas encore les capacités, les infrastructures de faire des prévisions météorologiques. Souvent, nous prenons les données qui sont envoyées par d'autres, je peux dire, agences météorologiques, par exemple, l'agence météorologique allemande. Mais avec les prévisions météorologiques, nous ne pouvons pas utiliser ces informations pour préparer ou bien pour lutter contre les pandémies, pour développer le système d'alerte précoce. Pourquoi? Parce que ce sont des prévisions qui sont précises. Par exemple, 2 jours après. Donc, ça signifie, j'ai fait ma prévision, j'ai fait ma modélisation aujourd'hui, j'ai la capacité de prédire le temps ou bien le climat dans les 2 ou 3 prochains jours avec beaucoup de précision. Mais je reviens encore, notre premier modèle ici va nous donner exactement le lag. Donc, ça signifie qu'il y a beaucoup plus de risques 2 semaines ou 3 semaines après les précipitations abondantes. Et dans les prévisions météorologiques, ça sera un peu difficile parce que nous avons que, par exemple, 2 jours pour faire une très bonne prévision. Et c'est alors qu'on parle de subseasonal forecast, ou bien le prévision à l'échelle de 2 ou 3 ou bien 12 semaines. Ça devient encore très intéressant. Donc, ça signifie que aujourd'hui, c'est possible de pouvoir implémenter un système d'alerte précoce et essayer de comprendre les conditions météorologiques dans les 2 semaines qui viennent. Alors, souvent, ce sont ces types de prévisions subseasonal forecast qui nous aident maintenant à analyser l'ampleur, je peux dire, nous aident à analyser l'ampleur je peux dire, de précipitations extrêmes ou bien de températures extrêmes. Et ça donne un peu suffisamment du temps aux, je peux dire, aux amis qui travaillent dans les pandemic preparedness de préparer des logistiques et aussi peut-être de sélectionner les zones les plus importantes pour faire la riposte aux épidémies, aux pandémies. Voilà. Il y a également ce qu'on appelle les seasonal forecasts. Là, c'est toujours possible de pouvoir faire des prévisions de 3 à 12 mois. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous sommes au mois de janvier, c'est toujours possible de faire des prévisions
au mois de mars ou bien au mois de mai ou bien au mois d'avril. Donc, et c'est avec cette approche que nous pouvons, d'une certaine manière, essayer de préparer le pays, je peux dire, à préparer les logistiques pour répondre à ces types d'épidémies qui sont liées à l'eau. Donc, c'était en fait ça, ma présentation. En résumé, j'ai essayé de démontrer que la précipitation, c'est un phénomène très complexe. Euh, il faut très bien la comprendre. Pourquoi? Parce que lorsque nous comprenons la précipitation, ça va nous aider à bien calibrer notre système d'alerte précoce, mais aussi, j'ai démontré que les précipitations extrêmes sont des phénomènes qui sont normaux, mais avec le changement climatique, il y a la probabilité d'avoir plus ces précipitations extrêmes. Et j'ai démontré également que les précipitations extrêmes occasionnent dans la ville de Kinshasa les inondations, mais il faut également regarder d'autres facteurs. Voilà, la sensibilité, mais également, lorsqu'il y a inondation, il faut regarder la capacité d'adaptation parce qu'il faut bien partager les responsabilités. Et je démontrais également comment nous pouvons diligenter une étude pour relier les inondations, les précipitations extrêmes, mais aussi l'épidémie de choléra avec des méthodes empiriques bien connues. Je dis et je vous remercie et je souhaiterais avoir des questions, surtout des discussions parce que il y a des experts en épidémiologie, des experts en pandemic preparedness, donc je suis ouvert à ce type de débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour cette belle présentation. Je peux vous avouer qu'elle est du haut niveau parce que là, on n'est pas descendu dans la sensibilisation tout simplement de choléra ou autre chose, mais c'est vraiment aller dans le fondamental. Et ça, c'est vraiment pour notre organisation qui égorge des gens avec des CV très longs. Je crois que si vous avez respecté l'audience pour cette qualité de présentation et je vous en félicite. Cette situation, vous voyez vous-même, tous nous voyons que ça souligne l'urgence et la nécessité aux chercheurs, aux intellectuels de s'investir dans ce domaine pour arriver à apporter des solutions. J'ai remarqué votre insistance sur notre vulnérabilité et ça, c'est vraiment inévitable. Nous sommes vulnérables, comme vous pouvez le constater, surtout que notre capacité d'adaptation face à ce genre de phénomène reste encore très, très, très médiocre et très réduite. Notre population dans la gestion des déchets, c'est encore un phénomène de société qu'il faut vraiment sensibiliser. Lorsque nous nous promenons dans les rues, vous qui avez été partout au monde, vous voyez comment sont des petites sources, elles sont propres. Mais chez nous, tout ce qu'on voit en premier, c'est tout le plastique qui inonde ces petites rivières pour des raisons qu'on ne sait pas. Donc, nous ne sommes pas bons en termes de gestion, en termes d'organisation et nous restons vulnérables. Alors que quand on vous entend parler, on peut prédire et on peut même anticiper notre réponse face à ce qui peut arriver demain. Il faut que nos décideurs et que tous ceux qui peuvent apporter cette information nous aident à anticiper pour éviter des décisions en dernière minute où une église ne sait plus aller prier parce que c'est inondé. Et là, on pense tout de suite que c'est le diable qui est en train de combattre l'église. Donc, je laisse la parole à l'assistance pour, nous allons prendre une série de 3 premières questions. Vous pouvez activer votre micro, vous présenter et poser la question. Soyez bref, sauf pour les experts dans le domaine, un commentaire enrichi nous est aussi nécessaire tout en respectant les temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Vous pouvez soulever la main. C'est la démocratie ici. Il n'y a pas un expert qui veut faire un commentaire? J'ai vu le prof Placide à côté, j'ai vu le prof... Il y a une main qui est prof, c'était. une main, je ne la vois pas. Le prof, il a levé la main. Oui, vous avez la parole, professeur.
Oui, oui, merci et bravo pour cette très brillante présentation. J'ai deux petites questions. La première, c'est vraiment une question naïve. Quand on dit pluie de 50, 60 millimètres, qu'est-ce que cela veut dire très exactement? Et la deuxième question, c'est dans quelle mesure les autorités sont au courant de toutes ces explications? Parce que j'entends parfois certaines autorités déclarer il pleut ou il y a des inondations, même à Paris, même. Donc, cette comparaison-là qui a un soubassement démagogique, qu'est-ce que le présentateur peut faire comme commentaire? Et je m'excuse d'être dans un endroit bruyant. Merci. Merci, professeur. Vous avez la parole, docteur prof Prévidi. Vous pouvez directement enchaîner la réponse. Comme ça, on avance. OK. Par pluie par exemple, 60 millimètres, de manière pragmatique, lorsque vous avez une surface de 1 mètre carré, voilà, une surface de 1 mètre carré, vous avez 60 millimètres de hauteur. Voilà. Donc, une surface de 100 mètres carrés, une surface de 1 mètre carré, vous avez 60 millimètres de hauteur. En ce qui concerne la comparaison de Paris et Kinshasa, et comme je l'ai bien dit, euh, je commence par Paris. Les villes euh, occidentales, bien que urbanisées, ne sont pas de villes smart en termes de changement climatique, bien que urbanisées. Pour qu'une ville soit smart en termes de changement climatique, on devrait tenir compte, ok, de paramètres climatiques, par exemple, comme les précipitations qui arrivent après 100 ans. Donc là, on construit la ville, bien que urbanisée, mais on construit la ville selon les données climatiques, donc les précipitations qui arrivent après 100 ans. Alors, les villes occidentales n'ont jamais été construites pour résister, par exemple, à des pluies qui arrivent après 50 ans, bien après 100 ans, bien après 500 ans. Voilà pourquoi, lorsque ces pluies arrivent, ces pluies occasionnent directement les inondations, peu importe le niveau d'urbanisation. Alors, parce que là, le niveau d'exposition est extrêmement élevé. Pour la ville de Kinshasa, il est vrai que le niveau de l'exposition est quand même élevé, mais nous avons un problème. C'est le problème de la sensitivité, notre composante. Et cette sensibilité dans la ville de Kinshasa, elle est très élevée et nous avons besoin de l'implication gouvernementale. Raison pour laquelle notre indice de vulnérabilité est très, très élevé. Donc, ce sont des contextes, je pourrais dire que ce sont des contextes tout à fait différents. Tout à fait différents. Merci, professeur. J'espère que le prof est satisfait de votre réponse. Et je vois la main Oui, du... merci. Merci, professeur. Je vois la main du professeur Ingrid. Vous avez la parole, professeur. Merci beaucoup, chers collègues. Bonsoir à tous. Je vais commencer d'abord par féliciter le professeur Freddy pour cette Il n'y a pas de brillante... Bon, Pardon? Veuillez fermer le micro, s'il vous plaît. On laisse seulement le micro de la personne qui a la parole. C'est le professeur Ingrid, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je disais que je félicite d'abord le professeur Freddy pour son exposé très brillant. Et encore, je lui félicite parce que moi-même, en tant que victime des inondations, je trouve que euh, le résultat auquel il est arrivé ou le partage qu'il fait avec nous aujourd'hui, ça tombe juste. Et là, j'aimerais juste peut-être faire un petit commentaire d'abord, peut-être avant de poser une question. C'est les quartiers d'Anou où j'habite, sur lesquels il y a eu une
pluviosité comme dans toute la ville de Kinshasa. Mais le quartier a été inondé cette fois et c'est durant le mois de non, fin avril, mai et début juin. Et on voit, après cela, il y a eu, je peux dire après ces 2 ou 2 mois et demi, il y a eu une épidémie de choléra qui sévit dans les quartiers jusqu'à aujourd'hui. Mais en plus de cette épidémie, il y a une autre épidémie pour laquelle je ne sais pas dire les noms parce que je suis non médecin et on n'a pas encore trouvé solution parce que les gens se font automédiquer pour se soigner. C'est le gonflement de jeunes gens qui ont trempé dans cette eau-là. Donc, quelqu'un qui se réveille, il gonfle de tout le corps et ça peut disparaître 2 ou 3 jours après. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais maintenant, parce qu'il parle de sensibilité, je pense que si je ne me trahis pas, sensibilité très élevée. Qu'est-ce qu'il fait à ce que ça soit sur des parties de la ville et que l'on n'observe pas dans les autres parties? Ça, c'est une première question. Comment est-ce que ça se fait que ça se passe, nous sommes à Kinshasa, mais ça choisit par exemple des communes, des districts ou bien des quartiers? Ça, c'est de un. Deuxièmement, c'est aussi savoir, parce qu'il a donné une relation qui est plausible, nette. Mais dans les cas contraires, est-ce que cette relation-là découle juste d'une simple inondation ou découle parce qu'il y a eu des facteurs, des risques déjà? Parce qu'il y a inondation, on trouve il y a des fosses septiques dans les quartiers, on trouve qu'il y a des déchets, on trouve tralala, tralala. Et est-ce que ce n'est pas ça qui provoque cette relation-là qui soit plausible après 2 semaines ou après 1 mois ou après 2 mois? Merci beaucoup. Et encore une fois, félicitations, professeur, pour l'exposé. Merci beaucoup. Comme ça, on va Merci terminer. beaucoup, professeur. Je commence par la première question. Pour la première question, le niveau de sensibilité est différent selon que nous sommes, par exemple, à Lemba, selon que nous sommes à Lingwala, selon que nous sommes, par exemple, au plateau des professeurs. Vous voyez? Et c'est ce qui explique que, par exemple, on peut aller au niveau de la ville de Gombe. Du fait que la ville Gombe est un peu plus proche, je vois Gombe, je vois aussi peut-être Limete, est plus proche de la nappe phréatique, ça augmente la sensibilité face aux événements extrêmes les plus abondants. Mais par exemple, si nous partons au niveau je parle de Nsele, par exemple, du fait qu'il y a une très bonne, je peux dire, végétation ou bien l'urbanisation n'est pas forte, ce qui fait que la sensibilité, d'une certaine manière, est très faible. Donc, et ce que moi, je peux proposer pour déterminer, par exemple, le zone à haut risque ou bien de zones vulnérables sur base de la sensibilité, il faut faire une cartographie détaillée. À partir de la cartographie détaillée, il faut maintenant aussi faire ce qu'on appelle les modèles climatiques à très haute résolution. Pourquoi? Parce que ces modèles, lorsque vous faites la cartographie, il faut maintenant faire des simulations. C'est vrai, la cartographie va vous montrer, ici, il y a l'élévation, ici, il y a les forêts, ici, il y a des constructions. Mais après cela, il faut aussi faire ce qu'on appelle des simulations pour voir maintenant, lorsque nous allons simuler à partir de nos cartes, faire des simulations, lorsque nous allons simuler en utilisant des pluies de précipitations supérieures à 90 mm, quel serait le comportement? Quels seraient quels seraient les quartiers qui auront beaucoup plus de sensibilité et les VB des sensibilités faibles? Donc, ce sont des études à diligenter. Par rapport à votre deuxième question, la deuxième question fait référence à, oui, la relation. Voilà pourquoi, pour moi, à mon avis, c'est vrai, il y a des études qui ont été
conduite reliant le changement climatique, choléra, les événements extrêmes. Ce sont des études très intéressantes, mais avec la dynamique actuelle, euh, nous sommes en train d'encourager les études, des Case Time Series Design, parce que ça va nous aider à comprendre vraiment le lien de causalité, parce qu'en épidémiologie, on dit souvent que l'exposition devrait précéder les outcomes. Donc, il y a déjà cette possibilité que l'exposition puisse précéder les outcomes, mais avec cette approche-là, il y a aussi la possibilité de maîtriser d'autres facteurs. C'est possible, mais ça doit être des facteurs temporaires. Donc, ce sera difficile de vous répondre si seulement dans votre quartier, ce sont des inondations qui occasionnent, je peux dire, euh, ces épidémies, mais je vous ai montré qu'il y a cette plausibilité, que ce soit biologique et environnementale. Et pour une réponse cohérente, il faut conduire ce type d'études. Merci, professeur, c'est trop clair. Je vais prendre une dernière question. Le docteur Fabrice Mambou, vous avez la parole. Soyez bref, s'il vous plaît, nous devons déborder un peu. Merci, professeur Tété. Merci au prof Freddy pour la présentation, une brillante présentation. Prof Freddy, je suis en train juste de me demander, parce qu'aujourd'hui, c'est le choléra qui prévaut. Vous l'avez lié à une forte pluviosité, mais il est connu que il y a beaucoup de maladies infectieuses, non seulement les maladies hydriques comme le choléra, mais aussi les infections respiratoires, par exemple, qui peuvent être associées à des variations de paramètres météo et climatiques, comme la température, l'humidité relative, les précipitations. Et vous avez évoqué euh, la modélisation avec les alertes précoces. Alors, je voudrais savoir si vous avez des données de modélisation ou des analyses de prédiction sur d'autres maladies comme les infections respiratoires, par exemple, pour la ville de Kinshasa ou pour le pays. Merci. Merci beaucoup pour la question. Voilà, pour le moment, je n'ai pas des données, mais je crois que nous sommes en train de travailler avec une étudiante, sa thèse sur la pneumonie. Donc, nous avons des données, des séries temporaires, je crois, de 10 ans. Le cas de pneumonie à des hôpitaux bien identifiés. Donc, à partir de ces données-là, euh, ce sont des données journalières. C'est possible de relier avec les données climatiques. En ce qui concerne les données climatiques, on n'a pas besoin simplement de stations, de données des stations. Alors, il existe des données des stations, c'est bien, mais il y a aussi les données satellites que je ne conseille pas assez parce que ces données doivent être calibrées. Mais aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle les reanalyses. Ce sont des données, vous savez, avec nos devices, les smartphones, mais aussi les avions prélèvent les informations sur la température, l'humidité relative et tout. Qu'est-ce que les experts en climatologie essayent de rassembler, je peux dire, les informations de ces devices, de ces smartphones et autres, pour créer une base de données cohérente, ce qu'on appelle les reanalyses. Ce sont ces types de données que nous pouvons utiliser pour conduire ces types d'études. Mais en ce qui concerne choléra, je crois que dans la surveillance épidémiologique, nous avons des données, je crois, weekly data, je crois les données euh, Hebdomadaire. hebdomadaires. Sorry, je suis plus anglophone, voilà pourquoi j'hésite beaucoup avec le français. Ce sont des données hebdomadaires. Avec ces données hebdomadaires, oui, je crois que nous pouvons avoir quand même une très bonne base de données pour conduire ce type d'études. Mais pour d'autres, je ne sais pas, ça dépend des amis qui travaillent dans la surveillance épidémiologique. Mais aussi, nous pouvons aussi aller dans les sites témoins là, pour avoir, par exemple, l'école de santé publique a le site
de la surveillance de Mpox, si je ne me trompe pas, oui, de Mpox, commençant avec l'INRB, je crois, de 2013 déjà, oui, 2013 avec CDC Atlanta. Donc, nous pouvons avoir des données de Mpox. Et d'ailleurs, j'ai été en train de penser, avec le Mpox, c'est vrai, il n'y a pas eu des études qui ont été conduites en relief avec le facteur climatique, mais il y a des phénomènes climatiques intéressants. Par exemple, le Madden-Julian Oscillation, c'est un phénomène climatique qui explique à grande partie des précipitations extrêmes au niveau de l'équateur. Et on peut faire ce type d'analyse en associant les Madden-Julian Oscillation avec les données de Mpox, voir s'il y a quand même cette relation. Voilà. Donc, je crois le prof Placide, le prof Mavoko sont là et ils peuvent avoir peut-être des bases de données intéressantes pour vous. Merci, Ok, professeur. Je merci. pense que c'est tellement alléchant que nous risquons de nous retrouver à 5 heures du matin ici. On va devoir remercier tous les participants. Nous vous remercions tous pour votre bienveillance et d'avoir supporté. Je vois que nous avons résisté à plus de 40 personnes juste pour vous écouter jusqu'à la fin. Félicitations encore, comme on dit tous les prédécesseurs, pour cette brillante présentation. Je nous invite à activer nos petites caméras pour qu'on puisse prendre des photos, bon, pour ceux qui sont au bon endroit, bien sûr, pour qu'on puisse prendre une photo de famille. S'il vous plaît, veuillez activer vos caméras. Merci. Alors, chacun peut prendre une belle photo là où il est parce qu'on verra, on va faire un concours de belles photos pour essayer de prendre la meilleure des photos. Alors, il y a très peu de gens qui sont au bon endroit finalement. Bon, allez. Merci à tous et puis bonne soirée. J'espère que chacun a fait une photo. Merci encore. Il y a beaucoup de questions dans les chats. Je demande qu'on adresse directement les questions au prof. Merci Il y a beaucoup. et D'accord. bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Merci. professeur. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne Bon soirée. week-end. Prochain numéro. Bye bye. Bon week-end au prochain numéro. Merci. Bye Bye, bye. bye. Dès Merci ce beaucoup. soir, dès ce Bye soir, la bye. présidente va Bye. mettre notre programme, c'est sûr. Voilà. Allez. Bon, je ne sais plus fermer, moi. Je vais arrêter la réunion. Tout le monde part. C'est bon. Oui, oui. Merci. Ok, bye bye. Bye.